La voiture noire arriva par la petite route de gravier comme une intrusion, trop propre, trop silencieuse, trop étrangère aux maisons en pierre et aux jardins envahis par les herbes folles. Un homme en descendit avec un costume sombre, une cravate bordeaux et des chaussures qui brillaient, comme si elles n'avaient jamais touché la terre. Derrière lui, un autre homme portait une mallette en cuir marron. Ils marchèrent directement vers la maison la plus modeste du village, celle avec les volets bleus délavés par les hivers et le rosier sauvage qui débordait sur le portail. Mamie Colette était en train d'écosser des haricots sur le banc devant la porte, quand elle leva les yeux. Le sang se glaça dans ses veines. 7 ans. 7 ans sans voir cet homme, le même qui était parti sans dire au revoir, le même qui avait su que sa femme mourait d'un cancer et n'avait pas eu la décence de passer un seul coup de téléphone. Édouard Verlaine ne la salua pas. Il la regarda de haut en bas, promena les yeux sur la façade fissurée, sur les géraniums dans les pots ébréchés, sur la petite fille qui jouait dans le jardin avec un charroux, et il dit avec la voix la plus froide que Colette avait entendue de sa vie. « Je viens chercher ma fille. » Elle se leva en tremblant. « De quoi tu parles? Tu l'as abandonnée. Ça fait 7 ans que tu n'existes pas pour elle. » Il ne répondit pas. Il marcha vers le jardin et tendit la main vers la petite. La fillette cria « Mamie, non, mamie !» Et Colette tomba à genoux dans l'herbe humide, les mains tendues vers le vide, pendant que cette voiture noire disparaissait au bout du chemin, en emportant la seule chose qui lui restait au monde. Mais ce qu'Édouard Verlaine ne savait pas, c'est que quelqu'un, à l'intérieur de sa propre vie, allait le détruire devant un juge. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir en arrière. Il faut revenir à ce village de Corrèze où les hivers durent trop longtemps et où les gens savent encore le nom de tous leurs voisins. Saint-Price de Gimel est un village comme il en existe des centaines dans le centre de la France. Une église romane au cœur du bourg, une place avec une fontaine qui ne marche plus depuis 20 ans, un bar-tabac qui ouvre à 7 heures du matin et ferme quand le dernier client s'en va. Des maisons en pierre grise, des jardins potagers, des chemins forestiers qui sentent la châtaigne et la mousse, un endroit où le temps passe différemment, où la pauvreté n'est pas une honte, mais une condition partagée sans bruit. C'est là que vivait Colette Marteau. Sa maison était la plus modeste du village. Des murs en pierre qu'elle rapiéçait chaque automne avec du mortier qu'elle mélangeait elle-même dans une vieille bassine en zinc. Un toit dont 2 tuiles s'étaient envolées lors de la tempête de 2018 et qu'elle avait remplacé en grimpant elle-même sur l'échelle, à 62 ans, parce que payer un artisan n'était pas dans ses moyens. Un jardin où poussaient des pommes de terre, des poireaux, des carottes et des courges. Un jardin qu'elle travaillait à la main depuis que son mari était mort d'une crise cardiaque 15 ans plus tôt. Gaston Marteau était parti un matin de janvier sans se plaindre, comme il avait vécu. Et depuis ce jour, Colette avait porté tout le reste seule. Elle n'avait pas fait d'études au-delà du certificat scolaire. Elle signait les formulaires avec une application maladroite, en serrant le stylo trop fort. Elle comptait ses sous sur la table de la cuisine avant de faire ses courses au marché du jeudi. Mais ce qu'elle n'avait pas en diplôme, elle l'avait dans les mains. Des mains rugueuses, rouges, crevassées par le froid et la terre. Des mains qui savaient ni faire la soupe aux choux et le pâté de lapin, qui savaient tricoter des bonnets en laine pour les marchés de Noël, qui savaient tenir une binette pendant des heures sous le soleil de juillet. Des mains qui ne s'arrêtaient jamais. Sa vie était simple et dure, mais elle avait quelque chose qui lui donnait envie de se lever chaque matin. Sa fille Aurélie. Aurélie était son unique enfant. Elle l'avait eue jeune, l'avait élevée seule après la mort de Gaston, et l'aimait avec cet amour qui ne se dit pas parce qu'il se voit dans tout. Dans la façon de lui garder la meilleure part de tarte aux pommes, dans les soirées où elles lisaient ensemble près du poêle, dans les matins où Colette lui brossait les cheveux avant l'école, sans jamais se plaindre du temps que ça prenait. Aurélie avait grandi douce et réservée, avec les yeux clairs de sa mère et un sourire qui transformait son visage entier. Et un jour, Aurélie avait rencontré Édouard. Édouard Verlaine n'était pas du village. Il venait de Paris, ou plutôt il venait de cet endroit flou où les gens comme lui viennent. D'une famille bourgeoise de province qui avait fait fortune dans l'immobilier, d'une éducation qui lui avait appris que l'argent était la mesure de toute chose, et d'un caractère qui avait toujours regardé les gens simples, avec ce mélange particulier de condescendance et d'ennui. Il était en vacances dans la région quand il avait croisé Aurélie dans une brocante. Elle vendait des confitures et des napperons brodés pour aider sa mère. Il avait été frappé par quelque chose en elle, sa simplicité peut-être, ou cette façon qu'elle avait d'être totalement étrangère à la performance sociale qu'il pratiquait depuis toujours. Ils s'étaient mis ensemble rapidement. Trop rapidement, pensait Colette, qui n'avait jamais aimé les yeux de cet homme. Quelque chose de calculateur dans la façon dont il regardait les choses, y compris les personnes. Au début, tout sembla fonctionner.
Édouard avait un appartement à Lyon où il gérait des opérations immobilières pour la société de son père. Aurélie s'était installée là-bas avec lui. Colette les visitait 2 fois par an, dormait sur le canapé du salon, repartait avec le sentiment que sa fille était heureuse, même si quelque chose dans cette vie-là ne correspondait pas à ce qu'Aurélie avait toujours été. Quand Clara naquit, tout parut aller mieux. Un bébé change les choses, se disait Colette. Elle vint passer 3 semaines à Lyon pour aider après l'accouchement. Elle faisait la cuisine, le ménage, se levait la nuit. Édouard la regardait faire avec ce sourire poli qui signifiait qu'il la tolérait. Mais Clara avait à peine 2 ans quand Édouard commença à changer. Ou plutôt, quand il cessa de se donner la peine de cacher ce qu'il avait toujours été. Le travail le stressait, disait-il. Il buvait du whisky le soir. Il reprochait à Aurélie de ne pas être assez présentable pour les dîners d'affaires, de ne pas savoir tenir une conversation avec ses associés, d'être trop provinciale, trop simple, trop elle-même. « Tu m'as caché ce que tu étais vraiment », lui dit-il un soir. « J'avais besoin d'une femme capable de m'accompagner dans ma vie, pas d'une fille de village. » Aurélie encaissa. Elle encaissa les mois suivants, les soirées où il rentrait avec ce regard dur, les week-ends où il disparaissait sans explication, les moments où il la regardait comme si sa présence lui coûtait quelque chose. Elle protégeait Clara de tout ça, inventait des histoires pour expliquer l'absence du père, chantait des comptines le soir pour couvrir le silence lourd qui remplissait l'appartement. Un dimanche de mars, Édouard rentra tard avec l'odeur d'un parfum qui n'était pas celui d'Aurélie. Il ne s'en cacha même pas. Il posa sa veste sur le fauteuil, se servit un verre et dit sans la regarder. « Je veux que tu partes. J'ai consulté un avocat. Clara reste avec moi. » Aurélie ne cria pas. Elle le regarda avec ses yeux clairs qu'elle tenait de sa mère, et elle lui dit « Non. Clara part avec moi. » Ce qui suivit fut 3 mois de procédure. Édouard avait les moyens de mettre face à elle une machine juridique qu'elle ne pouvait pas égaler. Mais le juge aux affaires familiales avait accordé la garde principale à Aurélie, reconnaissant qu'elle était la présence constante dans la vie de l'enfant. Édouard obtenait des droits de visite qu'il n'utilisa presque jamais. Il ne paya pas la pension alimentaire les 6 premiers mois. Aurélie fit les démarches pour la faire saisir sur son salaire. Il finit par payer, mais ne rappela jamais Clara spontanément. Aurélie quitta Lyon et revint à Saint-Priest-de-Gimel avec sa fille et 2 valises. Elle s'installa dans la maison de sa mère, dans sa chambre d'enfant où le papier peint à fleurs jaunes était le même que 30 ans auparavant. Colette fit la soupe, mit des draps propres et n'eut pas besoin de poser de questions. Clara avait 2 ans et demi. Elle ne comprenait pas bien ce qui se passait, mais elle comprenait que la maison sentait bon, que le jardin avait un chat roux qui s'appelait Figaro, et que cette femme aux cheveux blancs qui lui chantait des berceuses la nuit était quelqu'un d'essentiel. « Mamie », dit Clara pour la première fois un matin de printemps, en tendant les bras vers Colette depuis son lit de voyage. Colette la prit contre elle et ferma les yeux. Les mois passèrent. Aurélie trouva un emploi de caissière à l'Intermarché du bourg voisin. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour contribuer aux charges. Colette s'occupait de Clara pendant les heures de travail. Elle la menait au square de la place, lui apprenait les noms des fleurs dans le jardin, lui lisait des albums sur la vieille table de la cuisine. Clara grandit dans cette maison comme une plante qui trouve enfin le bon sol. Elle était vive, curieuse, avec ce rire haut qui remplissait chaque pièce. Elle suivait Colette partout, dans le jardin avec une petite binette en plastique, dans la cuisine pour remuer la soupe avec une cuillère en bois trop grande pour elle, dans le garage pour regarder Colette bricoler avec des outils qu'elle manipulait avec une précision acquise après des décennies. Colette lui apprenait des choses que les livres n'enseignent pas. Comment reconnaître si une tomate est mûre, rien qu'en la sentant? Comment lire le ciel pour savoir si la pluie va venir? Comment consoler un animal blessé sans lui faire peur? Comment être patient avec les choses qui poussent lentement? Et chaque soir, elles dînaient toutes les 3 autour de la table ronde, sous la lampe qui teignait tout en orange chaud. Et Aurélie regardait sa fille manger avec appétit en racontant sa journée. Et quelque chose en elle se reconstruisait millimètre par millimètre. Mais 2 ans après le retour, le ciel tomba une nouvelle fois. Ce fut un mercredi. Aurélie se sentait fatiguée depuis plusieurs semaines. Une fatigue différente, profonde, qui ne partait pas avec le sommeil. Elle avait des douleurs dans le dos, des nuits de sueur froide. Colette insistait pour qu'elle aille voir le médecin. Aurélie repoussait, disait que c'était le travail, le stress, que ça allait passer. Ça ne passa pas. Le médecin l'envoya faire des analyses. Les analyses conduisirent à un spécialiste à Tulle. Le spécialiste parla avec des mots mesurés, des mots de médecin, des mots qui ménagent et qui dévastent en même temps. Colette était assise à côté de sa fille dans ce cabinet au mur blanc, et elle comprit à la façon dont le médecin posa les mains sur son bureau, ce que les mots allaient annoncer avant même de les entendre. Cancer du sein.
Stade 3. La prise en charge devait commencer immédiatement. Aurélie posa les mains sur ses genoux et regarda le mur. Pas de larmes. Cette espèce de calme qui vient quand le choc est trop grand pour que le corps sache comment réagir. Elle demanda combien de temps. Le médecin dit que c'était difficile à prévoir, que beaucoup dépendrait de la réponse au traitement. Ce soir-là, quand Clara dormait, Colette entendit sa fille pleurer dans la salle de bain. Un pleur bas, étouffé, de quelqu'un qui ne veut pas réveiller sa fille. Colette s'assit sur le banc dans le couloir et attendit. Quand Aurélie sortit avec les yeux rouges, Colette la prit dans ses bras sans rien dire. Et elles restèrent comme ça, debout dans le couloir, sous la lumière du couloir, longtemps. Les mois qui suivirent furent les plus longs de la vie de Colette. Elle conduisait Aurélie à ses chimiothérapies à Tulle, 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi. 3 heures de route, aller-retour sur des nationales qui traversaient des collines vides. Elle attendait dans la salle d'attente avec un livre qu'elle n'arrivait pas à lire, avec son chapelet qu'elle égrenait sans s'en rendre compte. Elle ramenait sa fille à la maison, la voyait s'allonger sur le canapé épuisée, pâlie, les cheveux qui commençaient à tomber par poignées. Et pendant ce temps-là, elle continuait de s'occuper de Clara, de la mener à l'école maternelle le matin, d'aller la chercher à midi, de lui faire déjeuner, de la remettre à l'école l'après-midi, d'aller la rechercher le soir. Elle lui racontait que maman était un peu fatiguée, que maman avait besoin de repos, que maman allait guérir. Clara avait 5 ans. Elle comprenait plus qu'on ne le croyait. Elle dessinait des dessins qu'elle glissait sous la porte de la chambre d'Aurélie. Des soleils, des fleurs, des personnages avec des grands sourires. Elle écrivait en lettres maladroites « Je t'aime, maman », avec des fautes qui faisaient de pleurer Aurélie et sourire en même temps. Un matin d'octobre, Aurélie prit la main de sa mère et dit « Prends soin d'elle, maman. Prends-en soin comme tu as pris soin de moi. » Colette ne put pas répondre. Sa gorge s'était fermée. Elle hocha la tête. Aurélie mourut 3 semaines plus tard, dans sa chambre aux fleurs jaunes, avec le châle de laine que Colette avait tricoté pour elle l'hiver d'avant, posé sur les épaules. Elle avait 31 ans. Tout le village vint à l'enterrement. Micheline, la voisine, tint Clara par la main pendant que Colette marchait derrière le cercueil, les lèvres serrées et les yeux secs. Elle pleura plus tard, seule, sur le banc devant la porte, quand la nuit tomba et que Clara dormait. Et Édouard. Édouard fut prévenu. Quelqu'un lui transmit la nouvelle à Lyon. Il ne vint pas. Il n'envoya pas de fleurs, pas une carte, pas un message. Il ne rappela pas pour demander comment allait sa fille, comme si Aurélie n'avait jamais existé, comme si Clara n'était pas la sienne. Colette avait 64 ans, le corps fatigué, le cœur fracturé. Mais elle avait une petite fille qui avait besoin d'elle, et c'était suffisant pour se lever chaque matin avant que le jour arrive. La routine reprit. L'école, le jardin, les repas, les histoires le soir. Clara dormait avec la vieille peluche de sa mère, un éléphant en tissu gris qu'Aurélie avait appelé Monsieur Poche et qui avait perdu une oreille depuis longtemps. Colette raccommodait régulièrement Monsieur Poche avec du fil et une aiguille, parce que Clara aurait été inconsolable s'il s'était complètement défait. Les années passèrent ainsi, douces et dures. Clara entra au CP, puis au CE1. Elle apprit à lire, à compter, à faire du vélo dans la cour. Colette la regardait grandir et voyait Aurélie dans chaque geste, dans chaque expression, dans cette façon qu'elle avait de pencher la tête quand elle réfléchissait. Édouard ne donnait pas signe de vie, ni lettre, ni appel téléphonique, ni colis à Noël, ni virement pour la pension que le juge avait pourtant fixée. Colette avait fait les démarches, mais s'était heurtée à des délais, des renvois, des formulaires, et avait fini par abandonner, épuisée par les allers-retours en préfecture qu'elle ne comprenait qu'à moitié. 7 ans passèrent ainsi. Clara avait maintenant 9 ans. Elle avait les cheveux châtains de sa mère et les yeux clairs de Colette. Elle l'aidait au jardin, nourrissait Figaro le chat, faisait ses devoirs sur la table de la cuisine sans qu'on ait besoin de le lui rappeler. Elle était devenue une petite personne entière, sérieuse et drôle à la fois, avec cette façon de prendre les choses à cœur qui rappelait tant Aurélie. Colette pensait parfois que le pire était derrière elle, que cette vie-là, simple, à deux, dans cette maison en pierre au milieu du village, était leur vie définitive, qu'Édouard Verlaine avait disparu pour toujours, comme les gens qui n'ont jamais vraiment existé disparaissent. Puis un après-midi de septembre, le bruit d'un moteur qu'elle ne reconnaissait pas remonta le chemin. Clara était dans le jardin en train de dessiner sur un carnet posé sur ses genoux. Figaro dormait en boule à côté d'elle. Colette était sur le banc à écosser des haricots. Elle leva les yeux en entendant le moteur, et le monde s'arrêta. La voiture noire, les 2 hommes, le trage sombre, les chaussures sans une trace de boue. 7 ans. Mais elle le reconnut à l'instant. La même mâchoire serrée, les mêmes yeux qui calculaient.
Seulement maintenant ces yeux-là étaient encadrés par des lunettes fines, à monture dorée, et ses mains-là portaient une montre qui valait sans doute plus que le jardin entier. Édouard Verlaine marcha vers le portail sans sonner. Le regarda d'un coup d'œil, comme quelqu'un qui évalue un bien immobilier et a déjà décidé ce qu'il en pense. L'homme à la mallette resta en retrait. « Je viens chercher Clara », dit Édouard. Colette se leva. Ses jambes tremblaient, mais elle se leva. « De quoi tu parles? Tu l'as abandonnée. Aurélie est morte et tu n'as même pas appelé. Ça fait 7 ans que cette petite ne sait pas qui tu es. » Il ne s'y a pas. « Aurélie est morte, je suis le père. C'est ma fille et je la reprends. » L'homme à la mallette s'avança d'un pas. « Madame, dit-il avec la voix d'un homme habitué à avoir raison, Monsieur Verlaine est le père légal de la mineure. Je vous conseille de ne pas compliquer les choses. » Colette les regarda tous les deux. L'avocat avec son costume et sa voix froide. Édouard avec son mépris et sa voiture. Et elle comprit qu'elle n'avait rien pour se battre. Pas de papier, pas d'avocat, pas d'argent, pas de titre légal. Juste des mains avec lesquelles elle avait élevé cet enfant et un amour que la loi ne reconnaissait pas. Édouard entra dans le jardin sans y être invité. Clara leva les yeux de son carnet. Elle ne reconnut pas cet homme. Elle n'avait aucune raison de le reconnaître. Elle avait 2 ans la dernière fois qu'il avait daigné la regarder. « Clara, dit Édouard en s'approchant, je suis ton père. Tu viens avec moi. » La petite le regarda avec des yeux ronds, puis regarda Colette, puis revint à cet homme qu'elle ne connaissait pas. « Je veux pas, dit-elle simplement. Je connais pas, monsieur. Édouard saisit son bras. Clara cria. Mamie, non! Mamie! Elle tendit les 2 bras vers Colette, agrippa l'air, chercha quelque chose à quoi se tenir. Colette se précipita, attrapa la main de sa petite fille, tira, implora, la voix brisée. Édouard, non! Je t'en supplie, c'est tout ce que j'ai. Il se dégagea comme si elle lui avait agrippé la manche avec une main sale. Regarda la petite qui hurlait, la vieille qui pleurait, la maison aux volets bleus et aux rosiers sauvages, et dit les mots que Colette n'oublierait jamais. « Regardez-vous, madame, vous vivez comme une paysanne du siècle dernier. Ma fille ne va pas passer sa vie dans cette bicoque. Elle mérite mieux que ce que vous pouvez lui offrir. » Il prit Clara dans ses bras. La petite se débattit, pleurait, criait le prénom de sa grand-mère avec cette voix aiguë qui traversa toute la rue. Les voisins sortirent sur leurs pas de porte. Micheline courut jusqu'au portail mais s'arrêta, les mains sur le bois, sans savoir quoi faire. Personne ne savait quoi faire. Un père avec un avocat et de l'argent contre une grand-mère sans rien. Colette tomba à genoux dans l'herbe du jardin. La voiture noire démarra. Le gravier crissa. Le bruit du moteur s'éloigna sur la petite route, puis disparut dans le silence des collines. Et quand le silence revint complètement, ce qu'il restait dans le jardin, c'était le carnet de Clara ouvert sur le sol avec un dessin de maison, et Figaro le chat qui regardait le portail en attendant que quelqu'un revienne. Micheline dut aller relever Colette, la fit entrer dans la maison, lui donna un verre d'eau, lui parla, lui dit qu'elle devait manger, qu'elle devait se battre, que Clara avait besoin d'elle forte. Mais Colette ne répondait pas. Elle regardait le jardin par la fenêtre, le carnet par terre, le chat immobile, et elle était dans ce lieu intérieur où la douleur est trop grande pour qu'on puisse l'appeler par son nom. La maison en pierre fut silencieuse cette nuit-là d'un silence qu'elle n'avait jamais eu, sans les pas de Clara dans l'escalier, sans son rire dans la cuisine, sans les questions qu'elle posait le soir, ces questions sans fin qui épuisaient et enchantaient à la fois. Juste le vent sur les tuiles et une femme assise dans le noir avec les mains vides. Quelque part sur l'autoroute en direction de Lyon, à l'intérieur d'une voiture noire qui sentait le cuir neuf, une petite fille pleurait sur la banquette arrière, en serrant l'éléphant en tissu gris contre sa poitrine. Monsieur Poche. Elle ne l'avait pas oublié d'emporter. Elle l'avait attrapé instinctivement en passant devant la chaise où il était posé, comme si elle avait su. Édouard ne lui parlait pas. Il avait les yeux sur la route et la radio en sourdine sur une station d'information, comme si transporter un enfant en larmes était une opération logistique comme une autre. Clara regardait par la vitre les arbres qui défilaient et le ciel qui s'assombrissait. Elle ne connaissait pas cet endroit où elle allait. Elle ne connaissait pas cet homme. Elle avait 9 ans et elle comprenait qu'on venait de lui prendre sa vie. L'appartement d'Édouard à Lyon était dans le 16e arrondissement, dans un immeuble haussmannien avec un digicode et un gardien en uniforme. Parquet en chêne, plafond haut, une cuisine qui ressemblait à une page de magazine. Un endroit où tout était à sa place et où rien n'était fait pour accueillir une enfant. Il lui montra une chambre avec un lit simple, une armoire en bois clair et une fenêtre sur cour. Propre, neutre, sans âme. « C'est ta chambre, dit-il. Demain, on ira t'acheter des affaires. » Il repartit vers son bureau sans se retourner. Clara s'assit sur le bord du lit avec Monsieur Poche sur les genoux.
Elle ne pleurait plus. Elle regardait le mur blanc d'un regard vide, cette expression que les enfants ont quand le chagrin est trop grand pour les larmes. Les jours qui suivirent furent vides et lourds. Édouard partait tôt et rentrait tard. Parfois, il ne rentrait pas du tout, et une femme d'une quarantaine d'années venait garder Clara. Elle s'appelait Nathalie, elle avait les cheveux tirés en arrière et une façon d'être présente sans vraiment être là, de surveiller sans vraiment voir. Clara allait à l'école primaire du quartier, une école avec 200 élèves et des couloirs carrelés qui résonnaient. Elle ne connaissait personne. Elle mangeait seule à la cantine, dans un coin, avec Monsieur Poche rangé dans son sac parce qu'elle avait vite compris que les autres enfants se moqueraient. Le soir, elle pensait au jardin de Colette, à l'odeur des poireaux dans la soupe, à la façon dont Figaro ronronnait en se posant sur ses pieds quand elle lisait, au bruit du vent dans les châtaigniers que la fenêtre de sa chambre donnait sur les collines. Un mercredi soir, Édouard rentra à l'heure du dîner. Clara était attablée devant une assiette que Nathalie avait réchauffée. Il se servit un verre au bar du salon et s'installa en face d'elle avec son téléphone. « Papa » dit Clara à voix basse. C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi. Édouard leva les yeux de son écran. « Est-ce que je peux appeler mamie Colette ?» Juste pour lui dire que je vais bien. Édouard la regarda. Pas avec de la dureté, pas avec de la colère. Avec quelque chose de pire, une indifférence totale, comme si la question était aussi pertinente que de lui demander la météo à Oulan-Bator. « On n'appelle pas cette femme, » dit-il. « Mange ta soupe. » Clara posa sa cuillère. Elle ne dit rien. Elle finit son assiette en silence, remercia Nathalie comme Colette lui avait appris à remercier les gens qui faisaient quelque chose pour elle, et monta dans sa chambre. Elle ferma la porte, s'allongea sur le lit, pressa Monsieur Poche contre son visage, et pleura dans la peluche pour ne pas être entendue. Dans la cuisine, Nathalie tenait son torchon dans ses 2 mains, et regardait le couloir où Clara venait de disparaître. Elle avait entendu, elle avait tout entendu. À Saint-Priest-de-Gimel, Colette s'éteignait. 3 semaines avaient passé depuis ce jour-là, et elle avait à peine touché au jardin. Les poireaux jaunissaient faute d'arrosage. Figaro restait assis sur le banc vide en miaulant de temps en temps vers la rue. La maison était propre parce que Colette ne savait pas exister autrement, mais elle était propre comme un musée, sans vie dedans. Micheline venait tous les jours. Elle apportait une quiche, un gratin, des éclairs de la boulangerie que Colette n'ouvrait pas. Elle lui parlait, lui tenait la main, lui répétait qu'elle devait se battre. Colette hocha la tête mais ne répondait pas vraiment. Un matin, Micheline entra sans frapper, posa son cabas sur la table, s'assit en face de Colette et lui parla avec la voix de quelqu'un qui a décidé de ne plus ménager. « Colette, écoute-moi, si tu restes là les bras croisés, Édouard a gagné. C'est ça que tu veux? Qu'un homme qui n'a jamais été là, qui n'a pas pleuré Aurélie, qui n'a pas appelé une seule fois en 7 ans, cet homme-là soit le seul adulte dans la vie de ta petite fille ?» Colette leva les yeux. « Et qu'est-ce que je peux faire, moi, Micheline? Je n'ai pas d'argent, je ne comprends rien aux lois. Je suis une vieille femme seule, au fin fond de la Corrèze. » Micheline prit ses 2 mains dans les siennes. « Mon neveu est avocat à Brive. Il fait du droit de la famille. Ce n'est pas Paris, et il ne porte pas des costumes à 2000 €, mais il est bien. Et si quelqu'un peut t'aider, c'est lui. Je lui ai déjà parlé, il t'attend. » Colette resta silencieuse un long moment. Elle regarda la fenêtre, le jardin où les poireaux jaunissaient, le banc vide où Figaro dormait. Elle regarda la photo encadrée sur le buffet. Aurélie avec Clara dans les bras, 2 ans, dans le jardin, un dimanche d'été. Aurélie souriait. Clara tendait une main vers quelque chose hors cadre. Colette se leva, alla dans sa chambre, ouvrit le tiroir de la table de nuit où elle gardait une enveloppe Kraft fermée par un élastique. Elle l'ouvrit. Des billets de 10 et de 20 €, soigneusement aplatis. Les économies de 2 ans de marché, de tricots vendus, de légumes échangés. Elle compta avec les doigts. « Combien il demande ?» demanda-t-elle. Micheline lui dit le chiffre. Colette regarda les billets. Il lui manquait une partie. Elle remit les billets dans l'enveloppe, prit aussi les pièces dans la boîte en métal sur l'étagère de la cuisine, les compta une par une sur la table. Ce n'était pas assez. Elle prit quand même tout. Elle mit sa meilleure veste, celle qu'elle mettait pour les enterrements et les mariages. Elle se coiffa devant le miroir de la salle de bain. Elle vit une femme vieille, fatiguée, avec les mains d'une agricultrice et les yeux de quelqu'un qui a trop pleuré. Et elle se demanda comment cette femme-là allait se battre contre un homme qui avait tout ce qu'elle n'avait pas. Elle prit l'enveloppe, la glissa dans son sac et dit à Micheline « On y va ». Le cabinet de maître Thomas Aubert était au premier étage d'une maison de ville à Brive-la-Gaillarde, au-dessus d'une pharmacie. Une plaque dorée sur la sonnette, une salle d'attente avec 2 chaises et une plante verte qui avait l'air de tenir sans grand enthousiasme. Maître Aubert avait la quarantaine, une barbe de 3 jours,
des lunettes rondes et des bras de quelqu'un qui faisait du sport le week-end. Il portait une chemise à carreaux sous sa veste et serrait les mains comme quelqu'un qui n'a pas honte de s'en servir. Quand Colette entra, il se leva et lui avança la chaise lui-même. « Madame Marteau, asseyez-vous. Ma tante m'a dit l'essentiel. Mais racontez-moi tout, à votre rythme. » Colette parla. Elle commença doucement, avec des phrases courtes et des silences entre les mots, comme quelqu'un qui n'a pas l'habitude qu'on l'écoute. Puis les mots vinrent plus vite. Elle parla d'Aurélie, du cancer, des chimos à Tulle 2 fois par semaine, du matin d'octobre où elle avait tenu la main de sa fille pour la dernière fois. Elle parla de Clara, du jardin, de Monsieur Poche, de 7 ans à élever cet enfant seul. Elle parla de la voiture noire et des chaussures qui brillaient, et des mots sur la bicoque et la paysanne du siècle dernier. Et quand elle arriva à la partie où Clara avait crié et tendu les bras vers elle, sa voix se brisa, et elle dut s'arrêter. Thomas Aubert ne l'interrompit pas une seule fois. Il la regarda avec les mains posées à plat sur le bureau et les mâchoires serrées. Quand elle eut fini, il ôta ses lunettes, se frotta les yeux et garda le silence un instant. Puis il dit « Ce que cet homme a fait n'est pas seulement moralement condamnable, Madame Marteau. Juridiquement, nous avons des éléments très solides. 7 ans d'absence totale, pension alimentaire jamais versée, absence lors du décès de la mère. Vous avez été la tutrice de fait de cet enfant depuis la naissance. Le juge devra tenir compte de l'intérêt de l'enfant, et l'intérêt de l'enfant n'est pas d'être arraché à la seule personne stable qu'elle a connue. Et vous pensez qu'on peut gagner ?» Aubert la regarda dans les yeux. « J'ai vu des hommes avec beaucoup d'argent perdre des cas, parce qu'ils n'avaient pas la seule chose qui compte vraiment devant un juge. La vérité. Et la vérité, madame, est entièrement de votre côté. » Colette posa l'enveloppe sur le bureau. Les billets froissés, les pièces dans le fond, les économies d'années de marché et de jardin. Aubert regarda l'enveloppe, regarda Colette, et dit simplement « Avec ça, on commence. » Les semaines qui suivirent furent un tourbillon. Maître Aubert expliqua qu'il fallait rassembler des témoignages, des attestations de l'école, des documents prouvant que Colette avait assuré les soins et l'éducation de Clara depuis l'âge de 2 ans et demi. Il fallait montrer que l'abandon d'Édouard était documenté, que les pensions n'avaient pas été versées, que les droits de visite n'avaient jamais été exercés. Colette ne comprenait pas tous les termes juridiques. Mais elle comprenait ce qui importait. Elle allait se battre pour sa petite fille. La première fois qu'elle entra dans un palais de justice pour signer des documents préliminaires, ses mains tremblaient tellement qu'elle renversa le stylo. La greffière la regarda avec une expression que Colette ne sut pas interpréter. Elle le ramassa, se redressa et signa. En sortant, Micheline l'attendait avec 2 cafés dans des gobelets en carton. Colette prit le sien, le tint à 2 mains et dit « C'est commencé ». La date de l'audience arriva un mardi de mars. Colette se leva avant l'aube comme toujours. Elle n'alla pas au jardin. Elle se doucha à l'eau froide, se coiffa le plus soigneusement qu'elle put, mit sa meilleure jupe et le chemisier bleu qu'elle gardait pour les occasions importantes. Elle se regarda dans le miroir de la salle de bain et vit ce qu'elle avait toujours vu. Une femme ordinaire avec des mains abîmées. Mais ce matin, elle se dit que ses mains avaient élevé une enfant depuis ses 2 ans, l'avaient menée à l'école sous la pluie et sous le soleil pendant 7 ans. L'avait soignée quand elle était malade, avait raccommodé Monsieur Poche des dizaines de fois. Ses mains avaient fait quelque chose. Et ce quelque chose, personne ne pouvait le lui ôter. Micheline vint la chercher à 7 heures. Elles prirent le train jusqu'à Brive. Maître Aubert les attendait devant le palais de justice avec son cartable en cuir usé et sa chemise propre. « On est prêt, » dit-il. « Faites-moi confiance. » La salle d'audience sentait le vieux bois et le désinfectant. Des bancs alignés, un bureau surélevé pour le juge. Une lumière froide. Colette marcha jusqu'à sa place à petits pas, en regardant le sol pour ne pas trébucher, pour ne pas trembler visiblement. Puis elle vit Édouard. Il était de l'autre côté, avec son avocat. Un homme grand, aux cheveux gris, au costume gris, au visage de quelqu'un qui a l'habitude de gagner. Il disposait ses papiers avec le calme de quelqu'un pour qui ce genre de journée est une formalité. Édouard était assis les bras croisés, la mâchoire serrée, sans regarder Colette, comme si elle était un meuble. Colette s'assit. Tout lui tremblait en dedans, mais elle s'assit. La juge Lemaire entra. Une femme d'une 60aine d'années, cheveux gris coiffés courts, regard direct, pas de fioriture. Elle s'installa, posa ses lunettes, regarda la salle et dit d'une voix nette « Nous sommes réunis ce matin pour statuer sur la garde de la mineure Clara Verlaine, âgée de 9 ans. Je demanderai aux 2 parties d'être claires et concises. Procédons. » L'avocat d'Édouard parla en premier. Il se leva avec l'aisance d'un homme qui a occupé des centaines de salles d'audience. Présenta Édouard comme un père responsable, aisé, capable d'offrir à sa fille une éducation de qualité,
une stabilité financière, des perspectives d'avenir. Clara fréquentait désormais une école privée à Lyon avec d'excellents résultats. Elle avait une chambre pour elle, des vêtements neufs, des activités extrascolaires. Et qu'avait à lui offrir la grand-mère? Une maison de village sans confort moderne, une retraite minimale, aucune perspective d'avenir. Madame Marteau était une femme de 69 ans sans titre légal, sans ressources significatives, et dont la relation à l'enfant, aussi affectueuse soit-elle, ne pouvait légalement primer sur la filiation biologique du père. L'amour ne suffit pas, dit l'avocat en regardant la juge par-dessus ses lunettes. L'intérêt de l'enfant repose aussi sur des fondements concrets. Colette sentit quelque chose s'effondrer dans sa poitrine. Tout ce qu'il disait était vrai. Elle était pauvre, elle était vieille, elle n'avait rien d'objectif à mettre sur la table. Puis maître Aubert se leva. Il n'avait pas la voix de l'autre, ni le costume, ni l'assurance d'un homme qui a gagné 1000 fois. Mais il avait quelque chose qui se remarqua dès la première phrase. La conviction de quelqu'un qui croit sincèrement à ce qu'il dit. « Madame la juge, dit-il en regardant le bureau surélevé. Monsieur Verlaine n'a pas vu sa fille pendant 7 ans. Il ne l'a pas appelée. Il n'a pas versé un centime de pension malgré la décision de justice de 2017. Il n'est pas venu à l'enterrement de la mère de son enfant. Pendant que sa fille apprenait à marcher, à lire, à faire du vélo, pendant qu'elle perdait sa mère et que la douleur de cette perte lui apprenait ce que la vie peut avoir de brutal. Pendant tout ce temps, Monsieur Verlaine était absent. Madame Marteau était là. Tous les matins, tous les soirs, tous les jours de fièvre et tous les matins de rentrée scolaire. Un père n'est pas celui qui paie. Un père est celui qui reste. Et Monsieur Verlaine n'est pas resté. La salle fut silencieuse. L'avocat d'Édouard croisa les bras. Édouard regarda devant lui sans bouger. La juge Lemaire nota quelque chose sur son bloc, puis dit « Les témoins. » Micheline témoigna la première. Elle s'assit dans le box avec le dos droit et les mains calmes. Aubert l'interrogea et elle répondit avec une clarté qui ne laissait aucune place au doute. Elle vivait à 30 mètres de chez Colette depuis 20 ans. Elle avait vu Colette mener Clara à l'école sous la pluie et sous la neige. Elle avait vu Colette faire des nuits blanches quand Clara était malade. Elle avait vu Colette vendre ses légumes et ses tricots pour que l'enfant manque de rien. Elle avait vu Colette à l'enterrement d'Aurélie tenir debout par la seule force de ne pas vouloir effondrer devant la petite. L'avocat d'Édouard tenta de la décrédibiliser. Lui dit qu'elle était amie avec la défendresse, que son témoignage était partial. Micheline le regarda sans ciller et dit « Je suis son amie parce que j'ai vu pendant 7 ans ce que cette femme faisait pour cet enfant. » Vous étiez là? Vous avez vu Clara grandir? L'avocat ne répondit pas. La juge Lemaire nota encore quelque chose. Puis vint le moment qui changea tout. Maître Aubert dit « Nous appelons Nathalie Ferrière, présentée par la partie adverse comme assistante du quotidien auprès de la mineure, depuis son arrivée à Lyon. » Nathalie entra dans la salle. Elle avait mis une veste propre sur sa chemise de tous les jours. Elle marchait avec des pas mesurés, les mains jointes devant elle. Elle s'assit dans le box des témoins sans lever les yeux. Édouard l'observait de l'autre côté. Il ne dit rien, mais il n'avait pas besoin de parler. Le regard suffit. Nathalie pouvait sentir ce regard sur elle, comme une pression physique. L'avocat d'Édouard s'avança avec sa voix rassurante de professionnel. « Madame Ferrière, vous êtes employée par Monsieur Verlaine pour assurer la garde de la mineure à Lyon. Depuis l'arrivée de Clara, pouvez-vous décrire au tribunal comment se déroule la vie quotidienne de l'enfant ?» Nathalie garda les yeux sur ses mains. Un silence de quelques secondes. L'avocat attendait sa réponse préparée. Édouard attendait ce qu'ils avaient lui convenu. Maître Aubert attendait sans savoir ce qui allait venir. Colette attendait avec le cœur dans la gorge. Nathalie ouvrit la bouche, la referma, avala sa salive et dit avec une voix tremblante mais parfaitement audible. « Clara est seule. » L'avocat cligna des yeux. « Pardon ? Clara est seule, » répéta Nathalie, un peu plus fort cette fois. Monsieur Verlaine part avant qu'elle se réveille et rentre quand elle est couchée. Il arrive qu'il ne rentre pas de 2 ou 3 jours. Elle déjeune seule, elle dîne seule. Je suis la seule personne à qui elle parle. Je suis la seule qui lui demande comment s'est passée sa journée. Je suis celle qui lui fait à manger et qui reste avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. » L'avocat leva la main pour l'interrompre, mais Nathalie continua comme quelqu'un qui a ouvert une vanne. « Un soir, elle m'a demandé si elle pouvait appeler sa mamie, juste pour entendre sa voix. Juste 1 minute. Monsieur Verlaine était là. Il lui a dit qu'on ne parle pas de cette femme. Ici, on l'oublie. À sa propre fille. À une petite fille de 9 ans dont la seule chose qu'elle voulait, c'est entendre la voix de la femme qui l'a élevée. Elle pleure toutes les nuits en serrant la peluche de sa maman. Elle ne parle pas à l'école. Elle mange seule. Elle m'a dit une fois, « Nathalie, tu crois que mamie Colette pense à moi ?» Et j'ai dû me retourner pour qu'elle ne me voie pas pleurer. Colette se couvrit la bouche de la main. Les larmes coulèrent sur ses joues sans qu'elle fasse un geste pour les arrêter.
Cette maison a tout, continua Nathalie, les mains qui tremblaient à présent sur ses genoux. Un grand appartement, des bons repas, des habits neufs. Mais cette maison n'a rien parce que cette petite n'a pas besoin de parquet en chêne. Elle a besoin de quelqu'un qui l'aime. Et cette personne-là n'est pas Monsieur Verlaine. Cette personne-là est assise là-bas. Elle leva la main et désigna Colette. Édouard se leva d'un bond. C'est faux, elle ment. Je la paye et c'est comme ça qu'elle me remercie. La juge Le Maire frappa la table d'un coup sec. Monsieur Verlaine, asseyez-vous immédiatement ou je fais évacuer la salle. Édouard resta debout une seconde avec le visage rouge et les mains crispées. Son avocat le tira par le bras. Il se rassit. La salle entière ne respirait plus. Nathalie tremblait dans le box des témoins. Elle savait qu'elle venait de perdre son emploi. Elle savait qu'Édouard ne lui pardonnerait jamais. Mais elle savait aussi que, pour la première fois depuis longtemps, elle pouvait se regarder sans honte. La juge la remercia d'une voix posée et lui dit qu'elle pouvait se retirer. En passant devant Colette, Nathalie s'arrêta une fraction de seconde. Elles se regardèrent. Pas de mots, juste ce regard-là et tout ce qu'il contenait. La juge Le Maire ôta ses lunettes, les nettoya lentement avec un coin de sa robe, les remit. « Je veux entendre l'enfant. » Une greffière alla chercher Clara dans une salle adjacente, où elle avait attendu avec une travailleuse sociale. Clara entra dans la salle en tenant Monsieur Poche contre elle. Elle portait sa jupe grise et ses chaussures de ville qu'Édouard lui avait achetées. Elle avait les cheveux tirés en queue de cheval, et elle marchait en regardant le sol. Puis elle leva les yeux et vit Colette. Elle s'arrêta net. Ses yeux s'emplirent de larmes, mais elle ne bougea pas. Elle resta là, à l'entrée de la salle, à tenir Monsieur Poche contre sa poitrine, en regardant cette femme aux cheveux blancs assise sur le banc de bois avec les mains posées sur ses genoux. La juge lui parla avec une voix différente, plus douce. La voix de quelqu'un qui a des petits-enfants et sait comment leur parler. « Clara, tu n'as rien fait de mal. Personne ne va te gronder. Je veux juste te poser une question, et je veux que tu me dises ce que tu ressens vraiment. Tu peux faire ça ?» Clara hocha la tête. « Avec qui est-ce que tu veux vivre ?» Clara ne regarda pas Édouard. Elle ne regarda pas l'avocat au costume gris, ni les murs, ni le sol. Elle regarda Colette, cette femme qui sentait la soupe aux choux et le savon de Marseille. Cette femme qui raccommodait Monsieur Poche sans jamais se plaindre. Cette femme qui lui avait appris que les tomates mûres sentent le soleil. Cette femme qui avait tenu sa main à l'enterrement de sa maman et ne l'avait pas lâchée. « Avec mamie, » dit Clara. Sa voix ne tremblait pas. Puis elle ajouta quelque chose que personne dans la salle n'attendait. « Mamie, c'est ma maison, pas la maison où j'habite. Ma maison à moi. » Et elle lâcha Monsieur Poche, traversa la salle en courant, ses petits pieds frappant le carrelage, et se jeta dans les bras de Colette avec un cri qui venait de l'endroit où les enfants gardent leur vrai chagrin. « Mamie, mamie, je voulais te téléphoner mais il disait que non. Je pensais à toi tous les soirs. Tous les soirs. » Colette la rattrapa, l'entoura de ses deux bras, de tout son corps. Elle enfouit son visage dans les cheveux de la petite et la berça sans dire un mot pendant de longues secondes. Puis elle dit tout bas, les lèvres contre sa tête. « Je suis là, ma chérie. Je suis là, et personne ne t'emmène plus. » La travailleuse sociale se détourna pour s'essuyer les yeux. Maître Aubert baissa la tête vers ses papiers. Dans le public, quelqu'un renifla. La juge Le Maire prit le temps qu'il fallait. Elle regarda les deux enfants qui s'étreignaient, et elle regarda Édouard, qui était assis avec les bras sur les genoux et la mâchoire serrée, face à quelque chose qu'il n'avait clairement pas prévu. Puis la juge parla. « J'ai pris ma décision. La garde de la mineure Clara Verlaine est accordée à sa grand-mère maternelle, Madame Colette Marteau, en qualité de tutrice légale. Monsieur Verlaine sera tenu de verser une contribution alimentaire fixée par ce tribunal, destinée à l'éducation et au bien-être de l'enfant. Des droits de visite encadrés pourront être envisagés à terme, sous condition. » Édouard ne cria pas, il ne protesta pas. Il resta immobile avec les yeux fixés sur la table, comme un homme à qui on vient de montrer ce qu'il n'a jamais été. Son avocat lui dit quelque chose à l'oreille. Il ne répondit pas. Il se leva, boutonna sa veste et marcha vers la sortie sans regarder ni sa fille, ni Colette, ni Nathalie. Il sortit du palais de justice et monta dans sa voiture noire. Et cette fois-là, c'est lui qui s'en alla sans se retourner. Colette resta assise sur le banc de la salle d'audience avec Clara blottie contre elle. Micheline les rejoignit et les entoura toutes les deux de ses bras. Maître Aubert les regarda depuis la barre avec ce sourire discret que les gens réservés ont quand ils ont fait quelque chose de bien. Les mois qui suivirent changèrent la maison en pierre de Saint-Price de Gimel, avec la pension qu'Édouard fut contraint de verser. Colette fit réparer les volets bleus. Elle acheta des semences pour le jardin, un vélo neuf pour Clara, des cahiers et des crayons pour la rentrée. Elle fit venir le plombier pour la chaudière qui claquait depuis 2 hivers.
Mais ce qui changea le plus, ce n'était pas la maison. C'était ce qui se passait dedans. Les rires revinrent dans le couloir. Les questions de Clara le soir, ces questions qui n'en finissaient plus, sur les étoiles, sur les araignées, sur pourquoi les chats ronronnent et pourquoi les anciens disaient dès que la pluie allait venir en regardant les nuages. Figaro retrouva sa place sur les genoux de Clara après l'école. Monsieur Poche retrouva sa chaise dans le couloir, raccommodée pour la 100e fois. Clara dessina une maison sur son carnet, la même que toujours, avec les volets bleus et le rosier. Mais cette fois, devant la porte, elle dessina 2 personnages, une grande avec des cheveux blancs et une petite avec des nattes. Et elle écrivit en dessous, avec l'application soigneuse de quelqu'un qui tient à ce que les mots soient bien là. « Mamie et moi. Chez nous. » Colette regarda le dessin. Elle le plia soigneusement, le glissa dans la poche de son tablier. Et chaque soir, avant d'éteindre, elle regardait la photo d'Aurélie sur le buffet. « Je les ai gardés, » lui disait-elle tout bas. « Je t'ai gardé ta petite, comme je te l'avais promis. » Ce jour-là, Édouard Verlaine ne perdit pas seulement un procès, il perdit pour toujours le droit de se dire père.